Alors, table ronde 3, le territoire, un nouveau facteur de production. Vous savez que nos maîtres, c'est Denis Diver et Claude Broudot, donc je reprends leur prose. Ils ne m'écoutent même pas, ils s'en fichent. Je pourrais dire n'importe quoi sur lui, ça ne l'intéresse pas. Compte tenu de l'évolution des conditions de production, de consommation et d'échange, la culture devient une source déterminante pour l'attractivité des territoires. Point. Le territoire devient-il pour autant un facteur de production à part entière? C'est la phrase clé. Alors je vais demander à notre rapporteur Nadia Chetab de faire son intervention. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'université d'Annaba. 4e ville, si je ne me trompe pas. Hein, exactement. Nord-est, à 100 km de la frontière tunisienne. C'est juste pour situer, moi je suis allé hier sur la carte. Très tunisifié. Alors voilà, avec une précision, voilà. Je vous en prie. Merci. Je voudrais juste préciser que ce n'est pas une communication, je suis rapporteur. Donc là, je vais essayer d'adresser plutôt le cadre dans lequel on espère trouver des réponses. C'est la question qui a été posée par le territoire est-il un facteur de production? En fait, cette question revient à s'interroger comment l'innovation peut-elle territorialiser? En fait, quand on revient à la littérature économique, le territoire n'a jamais été un facteur de production. Walras en a parlé. Mais les économistes ne se sont pas préoccupés du territoire jusqu'avec la mondialisation où le territoire prend une autre dimension avec les nouveaux courants développés qui est la nouvelle économie géographique et à sa tête le prix Nobel Paul Krugman qui lui montre carrément dans ses travaux qu'aujourd'hui l'innovation est un facteur déterminant de la croissance économique. Non seulement il démontre que c'est un facteur déterminant de la croissance économique, mais il cadre toute son analyse sur les agglomérations et les métropoles. C'est là où il y a plus d'externalités d'agglomération et donc où il y a plus d'innovation, plus de croissance. Toute la question qu'on pose aujourd'hui, pourquoi se réinterroger finalement, puisque cette question a trouvé déjà une réponse? Aujourd'hui, les choses en économie changent et le marché se transforme en fonction de 3 facteurs. Cette question est d'actualité, d'abord parce qu'il y a une révolution qui est là, qui est la 4e. Elle est silencieuse, insipide, mais elle est là. C'est la révolution du numérique qui touche pratiquement tous les secteurs d'activité économique, qu'on soit dans la santé, dans le social, dans la culture, dans l'industrie. Aujourd'hui, je précise encore une fois, le numérique n'est pas les TIC, ce n'est pas les technologies de l'information et de la communication, c'est les applications du web sur les procédés de production qui, en fait, on se retrouve donc face à une nouvelle situation dans laquelle l'innovation que le gouvernement a essayé de démocratiser au niveau des territoires par le développement d'abord de systèmes nationaux d'innovation. Ensuite, après l'échec, on n'a pas pu produire un processus systémique à l'échelle du territoire. On est passé au système sectoriel. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle problématique, celle de territorialiser donc et du nouveau rapport qu'a le territoire à l'innovation. Devons-nous nous contenter juste de créer des espaces comme on l'a fait, les clusters, les technoparcs, ou aujourd'hui passer à une nouvelle dimension, ce qui nous emmène quand même à poser 2 questions qui me sont parues très importantes. Est-ce qu'aujourd'hui les grandes avancées technologiques sont-elles également des ruptures politiques? Parce qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a une révolution qui est là, c'est la politique de l'État qui change. Une autre question qui n'est pas des moindres, ces ruptures aujourd'hui technologiques, parce que la 4e révolution qui est là depuis 2010 et qu'on appelle aujourd'hui aussi l'industrie 4.0,
Cette révolution est une révolution disruptive, ça veut dire de rupture. Ça veut dire qu'on est obligé aujourd'hui de réapprendre à produire, de réapprendre à apprendre. Tout simplement parce qu'il y a de nouvelles connaissances qui sont là. Donc l'autre question qui s'impose, ces ruptures technologiques. Les technologies aujourd'hui avancées sont-elles une redéfinition du rôle du territoire? Aujourd'hui, le territoire, on peut l'imaginer autrement. Il peut être uniquement virtuel. On peut aujourd'hui se connecter, on fait partie des réseaux mondiaux de chercheurs. Donc, la question du territoire se pose et grandement, et j'espère que là, on va apporter quelques éléments de réponse. Nous avons avec nous, en principe, 3 communicants. Le premier, c'est monsieur Hamadi ou Farj. C'est monsieur Farj avec son coéquipier Hamadi qui est là, qui va nous parler finalement du processus du développement territorial en Algérie à travers le développement d'un technoparc de biotechnologie. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter Madame Rosalina Grumeau qui va nous parler d'un sujet très très intéressant. Et quand j'ai lu son article, j'ai fait vraiment un parallèle avec la ville de Annaba, qui a vraiment un parallèle extraordinaire. Et j'espère qu'on aura le temps de discuter de Taranto, c'est ça? Et c'est qui est rentré dans une phase de conversion de territoire. C'était un territoire industriel et là, il est question aujourd'hui de convertir ce territoire à partir de sa culture. Et nous avons M. Lahlou, je ne sais pas s'il est là. Non. Voilà. Donc c'est les deux et M. Ah, voilà. Venas, qui va nous présenter l'énergie, facteur territorial d'innovation. Et on aura donc le plaisir. Voilà, monsieur. Donc, il est temps de passer la parole à notre grand témoin. Ah, c'est moi. C'est vous, mais oui, bien sûr. Ce que vient de dire le professeur Chetab m'inspire et me pose des tas de questions. Je dois dire sincèrement, je suis un macroéconomiste. Donc, un macroéconomiste, c'est en principe l'antithèse même de quelqu'un qui va vers le territoire. Vous comprenez bien tout ça. Mais le fait d'être un macroéconomiste et non seulement un économiste, mais un économiste très spécialisé dans la croissance économique. Par la force des choses, l'Algérie devant aller vers le développement et la croissance, bien sûr. Et tout mon sujet humain et philosophique, c'est l'Algérie et son développement d'une manière générale. Alors, cela me pose des questions. D'abord, la notion de culture elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Est-ce qu'on est en train de parler de la culture sociologique qui implique, bien sûr, l'identité, les croyances, les coutumes, la religion, etc. Où nous sommes en train de parler, puisque le sujet est bien le territoire, un nouveau facteur de production, est-ce que nous sommes en train de parler de la culture managériale, c'est-à-dire la manière dont la croissance se traite par les opérateurs eux-mêmes, quel est le comportement des travailleurs vis-à-vis de ces problèmes de croissance, etc., etc., etc. Donc il faut définir ça. Moi, en tant qu'économiste, bien sûr, je n'ai pas d'autre définition que la culture, ce que nous appelons, nous, les anticipations rationnelles des agents économiques. Deuxième question, c'est le territoire lui-même. Ce matin, le professeur qui était là a posé la question, à mon avis, à juste titre, du problème du territoire. Si on parle du territoire en général, comme un complexe politique, sociologique, etc., ça pose un gros problème, vraiment, et je ne crois pas qu'il y ait la possibilité d'en discuter très sérieusement. Maintenant, si je parle du territoire comme un territoire de croissance et de productivité, c'est très facile pour moi. Et nous l'avons fait, tous ces problèmes de pôle de compétitivité, de technoparts, etc., c'est le territoire économique. Et le destin même d'un territoire économique, c'est de faire de la croissance, de créer des emplois, d'intégrer l'innovation pour faire un maximum, évidemment, pour ce faire. Nous avons fait ça en Algérie, j'étais ministre de l'Industrie, et donc nous avons fait une stratégie industrielle basée sur la notion même de technoparts, de pôle de compétitivité, etc., etc., mais ça n'est pas allé très loin parce que nous avons oublié au passage que les choses ont... S'il fallait refaire cette stratégie maintenant, il y a effectivement ce phénomène du numérique qui est un phénomène absolument extraordinaire qui a fait que maintenant nous ne parlons plus d'un territoire physique, un technopart physique, un pôle de compétitivité physique, mais nous parlons de réseau, nous parlons qui inclut bien sûr plusieurs territoires, mais ce n'est plus du tout la notion de territoire que moi je connaissais
il y a seulement une quinzaine d'années d'une manière générale. Donc le problème du territoire lui-même, pour l'économiste, pose un énorme problème d'une manière générale. Troisième problème, c'est le problème de la compétitivité du territoire. Est-ce qu'on peut parler de compétitivité du territoire lorsque le territoire fait partie d'une nation et lorsque la nation fait partie de la mondialisation? Parce que, évidemment, le problème de la compétitivité ne tient pas au territoire, mais tient à l'entreprise. Quand on dit qu'une nation est compétitive, comme la Chine par exemple, ou les États-Unis, ça veut dire que les entreprises chinoises, elles, sont compétitives et qu'elles ont les moyens ainsi de pouvoir aller au marché et gagner des marchés et être compétitives. Est-ce que la nation est compétitive? Est-ce qu'un territoire est compétitif? À mon avis, on peut parler de compétitivité du territoire comme un ensemble permissif à l'entreprise de pouvoir aller ainsi vers la compétitivité. Le quatrième élément qui m'a posé beaucoup de problèmes en venant ici, c'est pour ça que j'aimais bien écouter ce que vous disiez, c'est le problème de la décentralisation, la décentralisation et la concentration. En Algérie, il est clair que l'État a toujours fait tout, c'est-à-dire que nous avons été socialistes au sens soviétique du terme. En 80, tout ça a changé, nous sommes passés à un phénomène de libéralisme plus ou moins fait, et nous sommes en principe maintenant une économie libre. Mais en réalité, nous sommes une économie très étatisée en même temps. Alors, cela pose ce problème. Pourquoi? Parce que simplement, quand on fait une gouvernance économique de ce type, il y a un problème à faire. Est-ce que vous voulez être État ou vous voulez être marché? Mais on ne peut pas faire les deux. Les Chinois essaient de le faire. Deuxième gros problème, est-ce qu'on veut la solidarité? L'Algérie a conquis son indépendance au prix d'1 million de morts. Dans les années 90, la décennie noire nous a coûté 300 000 morts. Donc le problème de solidarité pour les Algériens est un problème fondamental, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, il faut de la concurrence. Il faut que l'économie soit performante. Et on ne peut pas faire de la performance sans concurrence. Alors faut-il aller vers la solidarité, minimum de concurrence, ou faut-il aller vers la concurrence et oublier la solidarité dans ce cas, et c'est le meilleur qui gagne? Et le troisième, évidemment, est-ce qu'il faut aller vers une centralisation parce qu'on nous permet de mobiliser toutes les ressources nationales pour aller à la croissance? Au contraire, il faut aller vers une décentralisation qui implique la participation, évidemment, de toutes les forces vives de la nation pour aller vers une croissance solide. Alors, chaque nation, je suppose, répond à ces questions d'une manière ou d'une autre. Mais l'Algérie, elle, a répondu d'une manière systématique. C'est l'État, c'est la solidarité, c'est la centralisation. Alors, on s'est posé la question, mais pourquoi? Et c'est là où je reviens à la culture. Mais pourquoi l'Algérie, depuis qu'elle est née en 1962 jusqu'à maintenant, tient exactement ce schéma, ce path qui marche historiquement? Bien simplement parce que c'est l'idéologie de base de l'Algérie tient à la solidarité, tient absolument à la cohérence et tient précisément à l'État. Ça, c'est les textes qui ont fondé l'Algérie sont ainsi faits. Et donc, dans la notion de culture, quand on dit le territoire, la culture et le territoire, ou la culture, le territoire et par ailleurs la productivité, me pose problème. Parce que l'idéologie, c'est ce qui unifie tous les territoires. Et toutes les économies toutes les nations ont une idéologie. Or, vous oubliez totalement l'idéologie pour me parler, moi, de culture. Mais de quelle culture nous sommes en train de parler? C'est ça le gros problème. Avec les interconnexions, bien sûr, l'Algérie elle-même a des régions très différentes, avec quelquefois des parlers différents, etc. Mais l'union nationale est totale, c'est-à-dire qu'il y a bien des particularités régionales, c'est évident, mais c'est très, très léger par rapport à cette base nationale qui fait l'Algérie du fait de son idéologie. Et ça, ce n'est pas une idéologie de l'État seulement, ce n'est pas le gouvernement qui veut la centralisation. Ce n'est pas les gouvernements qui veulent l'État ou la solidarité. Le peuple algérien lui-même, dans ses forces vives, bien qu'il soit hypocrite lui-même, adhère et souhaite la solidarité, souhaite l'intervention de l'État parce qu'il se sent un peu perdu quand il n'y a pas l'État. Alors c'est dans ce contexte que le problème du territoire en Algérie se pose. Alors nous avons fait donc de la centralisation, et j'étais moi-même un peu le maître d'œuvre pour lancer cette stratégie industrielle et faire toutes les réformes économiques de manière à ce qu'on puisse aller vers la croissance centralisée. Nous sommes arrivés à l'impasse. Donc il est bien évident que maintenant nous devons parler sérieusement du territoire. Et dans les approches théoriques maintenant,
autant les grands classiques nous ont beaucoup aidés, Lucas et compagnie nous ont aidés à faire une stratégie de croissance endogène qui permet vraiment de faire reculer la loi des rendements décroissants. Autant North, avec la théorie institutionnelle, nous a permis de renforcer l'approche institutionnelle de l'endogénéité de la croissance, autant le territoire maintenant, définitivement, et je crois, est le dernier bastion qui va nous permettre enfin d'aller à la croissance économique et à la concurrence qui ne s'arrête pratiquement jamais par de la productivité. Et dans ce sens alors, effectivement, le territoire peut être un facteur, ce n'est pas un lieu de productivité, mais un facteur de productivité de la nation quand elle va à la compétitivité internationale. Voilà, monsieur, quelques paroles que j'ai pu... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais passer la parole à Younes Ferj, puisque je pense que dans sa contribution, il y a une présentation globale du cluster, et ensuite il y a le cas précis de ce technoparc aux alentours d'Alger. Donc je pense que c'est bien de commencer par là. Je vous en prie. Donc voilà, bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à remercier tout le comité d'organisation de cette deuxième rencontre, d'être donné cette occasion de présenter devant vous mon travail. Donc mon travail reste sur l'axe de cette rencontre qui entre dans le développement des territoires. Donc mon travail s'intitule « Processus du développement territorial par les clusters en Algérie, étude de cas, étude exploratoire d'un nouveau cluster ou bien un nouveau pôle biotechnologie de Sidi Abdallah à Alger ». Donc je vais essayer d'être rapide, je ne sais pas combien de temps que vous m'avez accordé, monsieur. Quand il y aura la sirène, ça voudrait dire que c'est la fin. Voilà, allez-y, pour l'instant c'est bon, allez-y. Depuis une vingtaine d'années, donc l'économie algérienne a fait l'objet de plusieurs réformes structurelles et institutionnelles, visant bien sûr à identifier des nouvelles pistes de gestion de développement dehors du secteur hydrocarbures. Bien sûr, l'Algérie est un pays exportateur du pétrole et attaché plus de 37% du PIB des hydrocarbures. Donc pratiquement la nouvelle politique publique industrielle basée sur le développement territorial, sur le schéma national d'aménagement du territoire, donc le SNAT. Donc le SNAT a fait deux objets principaux, donc créer ou renforcer l'attractivité des territoires et favoriser l'émergence d'une véritable politique de développement local. Donc j'aimerais bien afficher un schéma. Donc le SNAT s'appuyait pour créer des espaces de programmation territoriale, de créer les zones intégrées de développement industriel, ainsi créer les nouvelles villes. Voilà, donc d'après le SNAT, donc l'Algérie a mis en place pratiquement 9 nouvelles villes au niveau de tout le territoire national. Parmi la nouvelle ville qui était notre objet d'étude, c'est Sidi Abdallah, là où l'a situé le nouveau pôle biotechnologie de Sidi Abdallah. Donc il a été débuté l'année 2012. Là où il a été lancé par le ministère de la Santé, accompagné par le doyen de la faculté de médecine de l'université de Harvard des États-Unis. Donc, un partenariat a été signé, a été fait par ces deux tutelles, voilà, le ministère et l'université. Donc, parmi les objectifs de créer ce nouveau pôle, donc créer une dynamique d'innovation territoriale basée sur la recherche et développement impliquant différents acteurs à identifier et maîtriser les techniques de fabrication et de la production dans le domaine de la biotechnologie. Donc notre objectif de ce travail est d'analyser le processus d'émergence de ce nouveau pôle biotechnologie de Sidi Abdallah comme étant un modèle d'innovation territoriale et spécifier les déterminants du processus d'émergence du développement territorial par ce pôle à partir de les processus d'agglomération, la spécialisation et la spécificité. Donc notre questionnement
comment les clusters contribuent-ils au développement territorial et quels sont les déterminants définissant le processus d'émergence d'un pôle de biotechnologie en Algérie. Donc voilà, sans perdre du temps, donc je vais revenir juste aux nouvelles politiques industrielles de l'Algérie qui s'appuient sur le SNAT, le schéma national d'aménagement des territoires, donc s'appuyer sur les 3 axes, créer des espaces de programmation territoriale, créer les zones d'intégration du développement industriel et créer les nouvelles villes. Voilà pratiquement les nouvelles villes qui ont été créées, donc on a pratiquement 9 nouvelles villes au niveau national. Parmi ces nouvelles villes, on a 2 nouvelles villes à Alger. Donc, Sidi Abdallah, c'est notre cas d'étude. Donc, une petite définition en ce qui concerne le nouveau pôle de biotechnologie de Sidi Abdallah. Donc, situé à Sidi Abdallah, Alger, spécialisé dans les biotechnologies et industries pharmaceutiques, et le fruit, bien sûr, d'une politique publique d'aménagement du territoire, le SNAT 2025. Donc, ce projet sera réalisé normalement d'ici 2020 et reportera plus de 12 milliards de dinars d'investissements étrangers dans l'industrie pharmaceutique. Donc, voilà ses objectifs principaux. Donc, voilà notre objectif. Donc, comme j'allais dire, donc, analyser le processus d'émergence de ce pôle et analyser le processus d'émergence du développement territorial à partir des 3 processus bien connus, l'agglomération, la spécialisation et ainsi la spécificité. Donc, comment les clusters contribuent-ils au développement territorial et quels sont les déterminants qui définissent ce processus d'émergence de ce pôle. Donc, sans tarder, donc, on a pu faire une lecture, bien une analyse conceptuelle de territoire. Donc, tout simplement, le territoire est un espace géographique vécu auquel les habitants s'identifient, au sein duquel existent certaines valeurs communes, une identité partagée et des réseaux d'interaction socio-économique. Donc, le territoire, on peut réduire sur 3 points. Le territoire, communauté de coordination, un ensemble de relations et un système de gouvernance, tout simplement. Le développement territorial, donc, est un processus d'enrichissement, de diversification et d'accumulation des activités économiques et sociales sur un territoire, bien sûr, à partir de la manipulation, la mise en œuvre de la coordination de ces ressources matérielles et immatérielles. Donc, les processus ou bien les modes de développement territorial, ce sont le processus d'agglomération, donc, qui est basé sur la proximité géographique, le processus de spécialisation basé sur une proximité organisationnelle, ainsi un processus de spécification sur l'appui des proximités institutionnelles. On va essayer d'appliquer ces processus après dans le cas pratique de notre étude. Donc, un fondement théorique sur un concept, on peut dire ambigu, c'est le cluster. Donc, plusieurs définitions ont été faites par le fondateur de ce concept, Porter. Elle a défini le cluster comme une concentration géographique d'entreprises et d'institutions issues d'un même segment économique qui est mis en réseau entre elles. Une deuxième définition, donc un groupe d'entreprises et d'institutions partageant un même domaine de compétences, proches géographiquement reliés entre elles et complémentaires. La troisième définition, donc, c'est la même chose, sauf si on prend en particulier que dans un cluster, il doit bien sûr satisfaire une certaine masse critique. Les approches qui précèdent le concept du cluster, on a plusieurs approches, passées par les districts industriels, les milieux innovateurs, les systèmes nationaux ou régionaux d'innovation, learning region, les réseaux. Le dernier concept, c'est le cluster. Donc, les acteurs du cluster sont bien définis. Donc, les entreprises, les centres de recherche, les fournisseurs, les clients, les institutions, les organisations publiques, les incubateurs, bien sûr, interagissent entre eux dans un même territoire, si on va prendre ce schéma. On va essayer de faire un écosystème global d'un cluster. Donc, sur un même territoire, on trouve les acteurs du cluster. Donc, ce sont les entreprises, soit les grands groupes, soit les PME, soit les startups. On trouve les centres de recherche et les universités, les centres de formation, etc. On trouve les inputs et les outputs des clusters. Donc, les inputs, on trouve les fournisseurs, l'État, les pouvoirs publics, les collectivités locales, les finances, les banques, etc. Les outputs, donc, c'est le marché intérieur ou bien national.
On va essayer de faire une petite historique en ce qui concerne les concepts, donc passer par les districts industriels, les SPE, les clusters. Après, on trouve le dernier concept, c'est les pôles de compétitivité. Donc, ce sont une combinaison sur un espace géographique donné d'entreprises, de centres de formation, des unités de recherche publiques ou privées engagées dans une synergie autour d'un projet commun au caractère innovant. Là, juste un tableau pour faire une petite différence entre le cluster et le pôle de compétitivité. On trouve dans le pôle de compétitivité, c'est l'appui direct des pouvoirs publics. Donc, c'est une action volontariste de l'État de créer les pôles de compétitivité. La même chose entre districts industriels et systèmes productifs locaux, des systèmes productifs locaux. Donc, voilà notre méthodologie de recherche. Donc, on a pu réaliser une enquête au niveau du nouveau pôle de Sidi Abdallah afin d'analyser les 3 déterminants du processus d'émergence des territoires à partir donc de l'agglomération, la spécialisation et la spécification. Donc voilà, après le processus de spécification, on a pu dégager 3 processus, la localisation des firmes au sein du pôle, la coopération et l'organisation interfirmes, le cycle de vie du pôle, et la masse critique. Donc, on a vérifié le premier processus d'agglomération. Donc, sur un même territoire, on trouve que 21 entreprises qui vont être construites ce cluster. La spécialisation, donc, ce cluster est dédié aux entreprises spécialisées dans le biotech et l'industrie pharmaceutique. Le 3e processus, la spécification, donc, on a tiré par une enquête quantitative, par un questionnaire distribué auprès d'un échantillon de 21 entreprises. On a tiré 2 facteurs, la localisation des firmes et l'organisation et coopération interfirmes. Donc voilà notre échantillon qu'on a pu trouver au niveau du ministère de la Santé. Une deuxième enquête qualitative, donc réalisée des entretiens auprès des institutions qui ont une influence directe ou indirecte sur la constitution de ce pôle, comme le ministère de Postes et Technologies, donc l'agence, la MPT, le ministère de l'Habitat, donc la ville nouvelle de Sidi Abdallah, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, si l'on dit. Donc je vais présenter quelques résultats de notre enquête quantitative, passer par l'analyse de la localisation des entreprises dans le cluster. La forme juridique, donc la plupart des entreprises sont des SPA et des œuvres, donc ce sont des grandes entreprises. Le choix du territoire, donc pourquoi vous avez choisi ce territoire? Donc la plupart répondaient c'est la disponibilité du foncier industriel ainsi l'avantage fiscal. En ce qui concerne les raisons qui poussent l'installation à ce nouveau pôle, la plupart donc, disent que la présence d'autres institutions, c'est très important d'avoir une forme de clusterisation. En ce qui concerne le soutien de pouvoir public aux entreprises, la plupart disent non, donc n'ont pas été soutenus par le pouvoir public. D'autres questions, plusieurs questions ont été adressées aux entreprises, par exemple la proximité de ce pôle par rapport au centre de recherche et les universités spécialisées dans le domaine de biotechnologie. Donc les résultats sont jugés satisfaisants. Donc le pôle n'est pas très loin par rapport à l'université, par exemple, de Blida et l'université de Babzouar, qui sont plus ou moins en de la spécialité biotech. La difficulté administrative, donc d'après les réponses, la majorité n'ont pas trouvé des difficultés administratives d'implanter ce nouveau pôle. Les infrastructures donc sont moyennement présentées. L'intention de se délocaliser dans un autre pôle, la plupart des entreprises en disent non. Donc c'est pratiquement attractif par rapport à la proximité du capital, par rapport à l'aéroport et par rapport au port d'Alger. Donc, en ce qui concerne le deuxième facteur, l'analyse de l'organisation interfirme et les relations entretenues par des partenariats avec les organismes. Oui,
Je viens de terminer. Donc, la plupart des entreprises ayant des partenariats avec les centres de formation et les centres de recherche publics, en ce qui concerne les partenariats locaux et étrangers, donc 50% ayant des partenariats locaux et étrangers. En ce qui concerne les moyens de communication, on trouve la messagerie Internet et on trouve même le moyen de face-à-face avec 20%. Le troisième facteur, le cycle de vie. Donc, la littérature stipule que les clusters passent par quatre processus, donc soit le cluster en état embryonnaire, soit le cluster émergent, soit les clusters en état mature, soit le cluster en déclin. Notre cas, et d'après les entretiens qu'on a faits auprès des différents organismes, on trouve qu'il y a une certaine lourdeur en ce qui concerne l'émergence de ce pôle. Donc l'état actuel de ce pôle, il est en phase embryonnaire. En ce qui concerne la masse critique, elle est un petit peu insuffisante. L'absence des producteurs nationaux, comme le producteur Saïdal, voilà, l'absence des centres de recherche spécialisés dans le domaine au sein du cluster de ce pôle, l'absence des incubateurs. Donc, on a une masse critique dans ce cluster n'a pas été atteinte. En conclusion, donc, les clusters constituent des leviers, des moteurs qui tirent le territoire vers le haut. À partir de l'impact positif sur la productivité et l'innovation, le développement des infrastructures physiques et l'augmentation du taux d'emploi. Notre travail, donc, on a pu constater que ce pôle est de nature top-down. Bien sûr, c'est une politique volontariste de l'État de créer ce pôle. Le processus d'émergence de ce pôle est relativement lent. Et l'absence, le rôle des institutions publiques, donc, reste mitigé et n'a pas pu suivre ces différentes tâches, donc manque des bureaux de transfert de technologies internes et externes, capital risque incubateur au sein du cluster, les diasporas, etc., etc. Et merci pour votre attention. Normalement, c'est ça. Bien, je vais passer maintenant la parole à Roselina Grumeau, qui est professeure de géographie à l'université de Bari Aldo Moro. Et là, on va rentrer dans un autre exemple de laboratoire d'expérimentation sur une reconversion industrielle et puis l'apport de la culture. Voilà. Alors, je suis Roselina Grumeau et bonsoir à tous. Et ma contribution pose en fait des questions, beaucoup de questions. La question principale, c'est le territoire est un nouveau facteur de production. À partir de quoi? Alors, la contribution pose des questions. La première question, c'est les rapports entre les territoires et un concept de développement de type traditionnel. Et c'est la première question. En renversant et modifiant radicalement la perspective, tout en y insérant l'importance, ce matin on parlait d'identité, et je parle dans la contribution, je parle de vocation culturelle et vocation environnementale. Alors, ces dernières peuvent fonctionner comme un guide dans certaines situations où le modèle industriel, en particulier l'industrie qui provoque des impacts sur le territoire, a imposé un changement et une innovation dans les processus de reconversion menés au niveau national et international. Alors, dans la contribution, il y a des cas qui sont des exemples sur cette question. En Europe, je parle d'autres territoires en Europe, comme la région de la Ruhr, qui est une région historique caractérisée par d'énormes bassins miniers et aussi des aciéries.
Et le plan de la Ruhr était très impressionnant, concernait 6 000 hectares de zones industrielles désaffectées en fait. Et le processus a vu aussi l'intervention directe de l'État et des autorités locales sous une forme de prêt extraordinaire. Et surtout d'activation de fonds qui proviennent de l'Europe et de développement régional pour un coût total supérieur à 2 milliards d'euros. Et aujourd'hui, elle est devenue la capitale européenne. Dortmund est devenue la capitale européenne de la culture en 2010. Le coquillard est un des sites de production d'acier les plus polluants et a été abandonné en 1992, a été transformé en un itinéraire muséal et la même situation a été aussi à Bilbao, en Espagne. Et les mines sont épuisées. L'industrie de la construction navale a émigré en Asie de l'Est et le musée Guggenheim, inauguré en 1998, et au cours de la première année d'activité, il a attiré 100 000 visiteurs par an. Ils sont devenus 1 million aujourd'hui. L'exemple plus réussi est celui de Pittsburgh aux États-Unis, et aussi un centre industriel de 1850 à 1980. Et c'est la date à laquelle l'industrie lourde entre en crise aussi. Et les grandes industries sont ainsi converties en production pour la robotique, la biomédecine, le génie nucléaire, la finance et les services. Et alors, dans ma contribution, je fais un cas d'étude qui est focalisé sur la ville de Tarente. Et pourquoi la ville de Tarente? Car je suis enseignante de géographie, alors mon approche, c'est une approche géographique. Et Tarente est dans la Puglia, qui est une région au sud de l'Italie, qui est ma région. Et nous avons fait beaucoup d'applications, car la géographie n'existe pas sans la possibilité d'appliquer la méthodologie, la théorie. Et alors nous avons fait beaucoup de cas d'application. J'ai enseigné aussi des thèses à l'université dans l'enseignement de géographie. Et dans la ville de Tarente, on peut parler de la présence de césures. La première s'est produite entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle et concernait l'industrie militaire maritime. La seconde césure consiste en une politique de développement territorial qui est fondée sur la monoculture industrielle, en fait, la sidérurgie. Un choix effectué dans les années 60 du XXe siècle qui ne concernait pas seulement Tarente, mais toute l'Italie, et qui faisait partie d'une politique définie des participations de l'État, des partecipazioni statali, participation de l'État. Et cela a fortement influencé tout un territoire, rendant le processus de reconversion très complexe après la crise de la sidérurgie, non seulement sur le plan économique et environnemental, mais aussi culturel. Alors, je parle d'une vision différente, je parle d'un modèle différent, d'un autre modèle qui comprend aussi l'industrie. Nous devons aussi penser que la structure productive économique de la Puglia est constituée surtout de petites et moyennes entreprises. Alors, la présence de grandes industries ont provoqué des impacts très, très forts sur le territoire. Alors,
aujourd'hui, il est essentiel de recréer en termes de relations, des relations qui sont interrompues entre les habitants, l'identité territoriale et l'économie, et de rechercher dans l'histoire et dans les valeurs culturelles et naturelles les ressources endogènes qui existent et sur lesquelles recomposer et intégrer les différentes préconditions pour la construction du développement durable, un développement qui est plus équilibré pour la ville et pas seulement pour la ville. Alors, le cas de Tarente est défini comme un cas comme une sorte de paradigme de contradiction. En effet, ce titre c'est absolument correct, car le cas de Tarente représente d'une manière emblématique la présence de contradictions d'un territoire qui est né avec des vocations environnementales et culturelles qui sont uniques et qui se transforment en une des villes industrielles les plus importantes d'Italie avec tous les problèmes qui en découlent. La ville est liée à son histoire ancienne. Alors, il y a aussi l'ubication de la ville dans la Puglia après. La ville est liée à son histoire ancienne, car nous savons qu'elle est une des plus importantes villes de la Magna Grecia, de la Grande Grèce, et aussi à une configuration géographique et stratégique dans le bassin méditerranéen, car Tarente domine le golfe de Tarente. Et elle appelait aussi la ville des deux mers, est divisée en quartiers séparant la petite et la grande mer, Mar Piccolo et Mar Grande. Et cela permet de comprendre comment les ressources marines, si Denis peut aller un peu avant, permet de comprendre comment les ressources marines et les activités comme la pêche, le commerce sont soutenues par un port de commerce qui a fait de Tarente un des principaux nœuds de la Méditerranée. Un autre élément important a été la présence de l'arsenal militaire qui est situé dans le Mar Piccolo. Il y a aussi une carte, c'est la carte avec la description des deux mers, des industries et de la ville au centre. Mais dans les années 50, l'arsenal a perdu son rôle d'attraction économique et la politique des années 60 s'appuya sur un modèle exogène créant le 4e centre sidérurgique Italsider, et qui est, nous savons qu'il y a des autres usines en Italie comme Bagnoli, Corigliano, Piombino. Et le centre de Tarente devient plus tard Ilva, à travers le passage de propriété de capital public à capital privé, avec l'acquisition d'une famille. En fait, le nom est Groupe Riva. Et alors, la ville a perdu son identité et en raison d'interventions externes. Et alors, la question est, quels sont les changements? Quels sont les changements? Alors, d'abord, il y a des politiques de réhabilitation de l'environnement, sont particulièrement deux programmes qui sont Urban 1 et Urban 2. La programmation est à la fin de 1994-1999, la première, et Urban 2, 2000-2006. Mais aussi, il s'agit d'un processus de renouveau qui est soutenu aussi par le ministère des Biens culturels et du Tourisme, et en particulier à travers un plan opérationnel national culture et développement qui concerne notamment les régions du sud de l'Italie. Alors, la stratégie culturelle a changé le modèle, a commencé à changer, car il y a des efforts
problématiques au niveau local. Mais la stratégie culturelle est centrée sur deux axes. Denis, si tu peux un peu aller un peu... Non, ailleurs? Non. C'est ça. Alors, la première, c'est la rénovation du centre historique, le premier axe. Et alors, comme vous pouvez regarder dans la slide, elle se fonde sur les ressources culturelles et j'ai, pour question de synthèse, je parle de toutes les ressources culturelles et aussi les ressources environnementales et paysagères. Et le deuxième axe, c'est un axe qui regarde en particulier le musée archéologique de Tarente, qui est très important au niveau global. Alors, on doit parler alors de l'aspect méthodologique de la contribution. Car c'est vrai, il y a des actions qui sont surtout des actions européennes et nationales aussi, mais on doit regarder la situation sur le plan d'une évaluation qui regarde les points de force et les points de faiblesse du territoire, et pour établir aussi les menaces et les opportunités que le territoire a, que la ville a. La ville qui est dans une région qui est une région dynamique sur ce point de vue. Alors, il y a un tableau après. Merci, Denis. Et en synthèse, dans la contribution, il y a un tableau qui a des caractéristiques sont plus vastes. Alors, la présence d'un système de ressources culturelles paysagères, la richesse du patrimoine culturel matériel et immatériel, et un système associatif, car nous avons parlé de la fonction des habitants, de la participation de la collectivité, car le modèle industriel, c'est un modèle top-down qui est un modèle qui n'avait pas une sorte d'acceptation de la population, car nous savons que le choix de l'industrie a été un choix surtout lié au chômage, à la question du travail. Et alors, il y a un système associatif qui est entre le point fort du territoire et aussi la présence d'événements culturels et la possibilité pour Tarente d'attirer le tourisme balnéaire, pas seulement le tourisme balnéaire, mais aussi le tourisme culturel, est lié au flux saisonnier en raison des caractéristiques. Mais il y a aussi des points de faiblesse, qui sont beaucoup. La forte pollution des sols, de l'eau et de l'air, la condition d'abandon d'une grande partie du centre historique, et la crise de la population, car la population a perdu le sens d'appartenance, a perdu un peu le concept de communauté et d'identité. Et aussi, il n'y a pas, en fait, une vision réellement stratégique. Et alors, pour les conclusions, à travers l'analyse que je fais aussi des remarques finales vers la proposition d'une stratégie intégrée. Alors, les ressources, la mer, aussi comme ressources productives, comme ressources environnementales, touristiques, aussi comme laboratoire de recherche et d'expérimentation, et aussi l'histoire militaire. Deuxième, le patrimoine antique. La Grande Grèce, avec ses musées, ses sites archéologiques et projets, l'itinéraire de la mer Ionienne, le patrimoine immatériel,
avec ses traditions, son histoire, sa gastronomie, ses événements. Et la Tarente moderne et industrielle, mais aussi alors mêler les éléments naturels et anciens entre l'archéologie ancienne, le système environnemental marin et l'archéologie industrielle. Alors, sont des points, sont des remarques pour une stratégie qui, en fait, n'est pas une stratégie effectivement réalisée à Tarente, mais peut-être la possibilité de réaliser un autre type de développement, un autre modèle. Et j'ai fini. Pour l'instant. Pour l'instant. Je vous ai fait interrompre, il faut aller jusqu'au bout. Non, pour l'instant. Non, mais c'était vos applaudissements. Alors, je vais passer la parole à Olivier Venin, qui est le délégué Grand Paris au sein d'EDF. Je précise, mais il explicitera peut-être ensuite sa fonction. Ce n'est pas une fonction commerciale, c'est une fonction transversale. Donc déjà, c'est très intéressant de voir ce que ça sous-tend derrière, puisqu'il doit y avoir, je présume, une analyse du territoire, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu. On peut l'espérer. On peut l'espérer. Enfin bon, on va le savoir peut-être. On va aborder le territoire comme facteur de production par le biais de l'énergie, quelle surprise, et aussi par l'aspect culturel qui peut être de l'appropriation, du besoin de se réapproprier le sens de la production. Voilà, Olivier, je te cède la parole. Merci Didier, c'est un joli traquenard dans lequel tu m'as plongé cet après-midi. Je prendrai ma revanche un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Déjà, oui, alors, pour me présenter effectivement, j'ai en charge d'accompagner, comme je peux, la transition énergétique dans une métropole qui est en transformation, en métamorphose, qui est celle du Grand Paris, ce pourquoi nous collaborons assez souvent avec Didier. Mon propos en dernier, dans ce premier tour de table, est un propos... c'est une position que j'aime bien d'intervenir en dernier parce que ça permet d'essayer d'articuler avec les interventions présentes, mais là c'est un peu compliqué quand même pour moi de le faire, parce que les points d'articulation sur l'angle d'attaque de la note programmatique sont multiples et c'est pas forcément facile de trouver un fil. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qui m'a semblé être le plus gros contraste de ce que j'ai vécu cet après-midi, qui est le contraste entre la visite que nous avons faite à l'extérieur et le propos inaugural de Madame la rapporteure sur l'innovation. Je me posais la question de qu'est-ce qui pouvait motiver les organisateurs de cette exposition coloniale en 1907. Il y avait dans le phénomène des expositions universelles et des expositions coloniales une volonté de démonstration de puissance économique, puissance politique, et en même temps, qu'est-ce que des mots comme disruption ou comme cluster auraient pu-ils représenter dans l'acception des organisateurs ou même simplement des visiteurs de l'exposition à cette époque. Et en même temps, c'est un lieu extrêmement inspirant, je ne connaissais pas. C'est un lieu de mémoire où la nature a repris ses droits, comme on dit communément. Il y a quand même beaucoup à réfléchir. Il y a beaucoup à réfléchir autour de ça. Territoire, mémoire des lieux, territoire, facteur, l'énergie comme facteur territorial d'innovation, comme tu m'y invites, Didier. L'énergie est devenue un peu partout d'abord un facteur structurant de l'organisation du territoire, facteur structurant dans le métabolisme des territoires, mais également souvent dans l'organisation politique. Par exemple, sur le Grand Paris, peut-être l'utilisez-vous tous encore comme expression, il y a un mot qui est apparu, qui est le mot secteur électrique à un moment. On a organisé l'agglomération parisienne en secteur électrique. C'est une expression qui existe encore dans le langage culturel commun, quand vous dites brancher sur secteur ou brancher sur pile. En fait, c'est un mot parisien d'origine, parce que Paris avait été organisé en secteur électrique. Mais pour appuyer mon propos, je voudrais vous raconter deux anecdotes qui me semblent assez intéressantes pour évoquer la question de l'énergie. Le premier, c'est finalement quelque chose qui a trait, là aussi, au bois de Vincennes,
le bois de Vincennes a été sanctuarisé par Henri IV. Henri IV qui arrive à Paris, qui après avoir dit que Paris vaut bien une messe, le ver galant, comme on l'appelle, aimait beaucoup la chasse. Et pour chasser, il avait besoin de bois et de forêt. Et donc, il prend un édit royal où il sanctuarise les forêts autour de Paris. Boulogne, Vincennes, Versailles, Fontainebleau, Rambouillet, etc. etc. Les bons plaisirs du roi sont absolument essentiels. Finalement, en quelques siècles de distance, ils nous sont assez utiles pour pouvoir respirer en région parisienne. Merci à Henri IV, ce qu'il n'avait absolument pas fait pour ça. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est qu'en fait, il met le Grand Paris de l'époque dans une situation absolument insupportable, parce que s'il n'y a plus de bois, il y a certes de la chasse, mais il n'y a plus d'énergie. Donc on ne peut plus cuire le pain, on ne peut plus cuire le pain, on ne peut plus... le redire encore ? On ne peut plus cuire le pain, on ne peut plus se chauffer, on ne peut plus non plus blanchir le linge, qui était une industrie extrêmement forte, notamment dans l'ouest parisien à l'époque. La solution qui est trouvée, en fait, c'est une solution qui va consister à aller chercher le bois dans le Morvan. Le Morvan est une forêt qui se trouve à, grosso modo, 200 km au sud-est de Paris, mais le bois peut être acheminé par le moyen des fleuves. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, la Cure, le canal du Nivernais, l'Yonne et puis la Seine. Et ce système, en fait, va fonctionner pendant 350 ans et va être le système d'approvisionnement énergétique du Grand Paris. Il y a donc, pour reprendre l'expression de Monsieur le ministre, une solidarité territoriale qui existe à cette époque-là et qui n'est pas propre au Grand Paris. Tu as dit que je n'étais pas là pour faire la promotion de l'EF, je ne suis pas là pour faire la promotion non plus du Grand Paris. C'est le propre de toutes les métropoles que d'avoir inventé des systèmes d'échange sur lesquels ils pouvaient fonctionner et développer leur propre métabolisme. Bon. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était des échanges qui étaient réciproques, parce que le Morvan est une région pauvre, et la contrepartie était que, notamment, on y envoyait les nourrissons qui avaient besoin d'être fortifiés auprès des femmes d'Envambiaude, qui étaient réputées pour la qualité de leur lait. Et donc, il y a eu tout un système d'échange qui s'est développé autour de ce type de transactions. Donc c'est la première anecdote que je voulais vous dire. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter, c'est que j'étais il y a le week-end dernier à Amsterdam, et j'ai visité le musée Van Gogh. Et sur le musée Van Gogh, je me suis aperçu que Van Gogh avait un ami impressionniste qui s'appelait Paul Signac, impressionniste comme lui aussi. Et Paul Signac, j'ai découvert un peu avec étonnement dans ses peintures qu'il était le seul, donc j'ai changé d'époque, là je suis à la fin du 19e siècle, qu'il était un des rares impressionnistes à avoir osé représenter des infrastructures industrielles sur ses peintures, en bord de Seine, au nord de Paris. Alors Monet a représenté aussi quelques infrastructures industrielles, mais les peintures que l'on connaît du nord de Paris, d'Argenteuil, de Saint-Denis, etc., on ne voit jamais les centrales, notamment les centrales électriques, qui étaient... on avait à l'époque, pour les cartes que je connais, un peu de mal à ne pas voir les centrales thermiques, il y en avait partout, quoi. Et donc, la question qui se pose derrière, c'est comment, finalement, a-t-on pu effacer dans nos représentations les ouvrages qui ont trait à l'énergie, comme si, finalement, l'énergie était à la fois une source d'immanence technique qui a énormément contribué à l'organisation de nos métabolismes urbains et territoriaux, et qu'en même temps, cette immanence a débouché sur sa propre disparition dans nos modes de représentation. On les a mis de plus en plus loin des villes. Les centrales électriques, au départ, étaient dans Paris, dans les arrondissements. Après, on les a mis en bord de Seine parce qu'on avait besoin d'un moyen de refroidissement des chaudières. Donc, le mieux, c'était de prendre la rivière. Et puis, petit à petit, on est allé plus loin parce qu'on avait des besoins de puissance de plus en plus grands. Donc, on est allé construire un barrage à Aiguzon dans la Creuse et on a utiliser le support du développement des voies ferrées pour acheminer l'électricité en bord de voies ferrées, et puis etc., etc. On les a mis de plus en plus loin des villes, comme des lieux de savoir secret, sur lesquels, pour des raisons de sécurité et de sûreté, bien évidemment, il fallait prendre des dispositions, donc pour les isoler. Et en même temps, on les a complètement isolés de nos modes de représentation. On a caché dans les villes, pas partout, mais on a caché les réseaux, on ne les voit plus. Et puis on a aussi, du fait de cette propre immanence, complètement obéré la question de leur valeur économique et de leur coût économique.
Ce qui est vrai pour l'énergie hier, ce qui est complètement vrai aussi pour le numérique aujourd'hui, où on n'a plus de mode de représentation exacte de ce qui se passe lorsque vous envoyez, madame, votre message quelque part sur le réseau. Où est-ce qu'il part? On n'en sait rien. Et combien ça coûte? On n'en sait rien. La seule chose que je puisse vous dire, par exemple, à ce titre-là, c'est que sur la prospective que je suis amené à mener sur le Grand Paris, d'ici 2030, nous aurons besoin d'installer 20 mégawatts de puissance supplémentaire. 20 gigawatts de puissance supplémentaire. 20 gigawatts, ça correspond grosso modo à la puissance électrique de Paris Intramuros installée. Et ces 20 gigawatts supplémentaires, une part essentielle correspond aux besoins de puissance des data centers qui nous permettent de faire fonctionner tous nos objets numériques de plus en plus nombreux, quoi. Donc la technique, en fait, de par son immanence, est dans ce paradoxe qu'elle s'est effacée de nos propres représentations, alors même qu'elle a un facteur essentiel de solidarité territoriale. Je finirai donc mon propos par ça. C'est en fait la question de la culture. En fait, je me la pose essentiellement autour de ça. La culture, oui, la technique est un très bon support pour la culture. D'ailleurs, commencer par le peintre qui a besoin d'un pinceau. Sans pinceau, sans l'objet, sans l'outil technique, il ne peut pas faire grand-chose, quoi. Mais quelque part, dès lors que la technique est également un outil d'émancipation, elle est, et que la ville est le lieu par excellence de l'émancipation, quelque part, à un moment, elle nous affranchit des contingences de la nécessité, pour reprendre le mot au sens où Platon et Simone Veil l'entendaient, c'est-à-dire au sens des besoins de la nature et puis de nos propres contingences humaines. Et du coup, ce côté artificiel n'était pas justement contre-productif par rapport à l'objet que nous recherchons. Je finirai par une citation d'Emmanuel Lévinas qui disait que l'avenir c'était l'autre et que la relation à l'avenir c'est la relation à l'autre. Finalement, est-ce que la technique n'est pas justement, de par justement la fonction que l'objet numérique par excellence qui s'appelle l'écran peut avoir, un écran à notre propre capacité à entrer en relation les uns avec les autres? Je vous remercie. Juste pour poursuivre l'exemple que tu as donné sur le bois et le chauffage, si on parle d'un autre facteur qui est l'eau, Paris va chercher son eau à 200 et 250 km de Paris. Le lac de Der, qui est le plus grand lac artificiel d'Europe, est à la fois réservoir de la ville de Paris et prévention des inondations, prévention des crues. Donc on est dans la même logique. Et Lévinas donnait, son père lui donnait ce conseil, lorsqu'un pays comme la France, qui prend fait et cause pour partie, pour un petit juif, Dreyfus, alors c'est un pays où il faut que tu ailles. Ce qu'il a fait. Ça nous ramenait à la table ronde, la première table ronde de ce matin sur l'immigration. Bien, alors, nous avons eu aussi une contribution de Wassila Hamdaoui et Leila Lerari. Ils sont dans la salle, voilà. Pardon, j'ai pas trop bien prononcé vos noms, je m'en excuse. Est-ce que vous voulez rapidement présenter ce que vous avez fait ou j'en fais une synthèse? Mais à vos risques et périls, donc ça serait mieux que vous le fassiez vous-même. Mais ce que j'aurais dit aurait été sympathique quand même, hein, vous n'inquiétez pas. Je vous en prie, allez-y. Alors, j'ai concentré mon intervention sur deux éléments essentiels. C'est la culture de la ville, donc, et l'instauration de la culture au niveau de la ville par l'université, c'est-à-dire la formation, donc l'enseignement au niveau de l'université, de l'entrepreneuriat. On a fait une expérience qui est parvenue, la conception de l'expérience était un partenariat avec le FEFEDI, donc c'est un fonds européen qui a conçu une formation en entrepreneuriat à l'université de Guelma. Donc les variables que j'ai étudiées, surtout, c'est la microculture. Donc la microculture, je parle des attitudes et des comportements des personnes, des étudiants au niveau de l'université.
Donc, par la formation, on a pu instaurer donc une microculture de l'entrepreneuriat. Donc, et les effets de cette formation sur la création des entreprises. Donc, c'est-à-dire la création des entreprises par l'intermédiaire de la formation au niveau de l'université. Par ailleurs, j'ai étudié la culture de la ville, donc, et les effets de cette culture, l'attractivité de la ville de Guelma et les effets sur donc l'intention des étudiants de créer des entreprises et notamment de résider dans cette ville. Donc, on a essayé de faire une analyse statistique sur la base d'un questionnaire et d'un entretien qu'on a fait une enquête pendant 3 mois, donc avec tous les étudiants de la spécialité entrepreneuriat pour voir la relation donc de la formation à l'université par rapport à la création d'entreprises. Et on a remarqué que l'intention était favorable, que la relation donc était très forte par rapport à la formation à l'entreprise. Donc la création d'entreprises se faisait donc de plus en plus par rapport à cette formation-là qui est l'entrepreneuriat et développement international. Par ailleurs, j'ai étudié donc l'attractivité de la ville de Guelma, c'est-à-dire donc est-ce qu'il y avait de la part de l'État ou de la part des collectivités locales des motivations, c'est-à-dire pour encourager à la création des PME. Parce que la base, c'était la création des PME au niveau de la ville, puisque le problème qui se posait, c'était le manque de motivation des étudiants de créer des entreprises. Donc, les corrélations, on a étudié par une analyse statistique de l'SPSS, les corrélations qui se faisaient entre les 3 variables, attractivité, formation et attitude et comportement de cet échantillon qui était de 40 étudiants. Donc, nous avons à peu près maintenant 120 étudiants qui ont essayé de faire des projets, qui la plupart ont concrétisé ces projets-là par la création des PME. Et nous, en tant qu'encadreurs, on suivait l'action depuis le départ. Donc, c'était le processus, depuis l'intention de création jusqu'à la réalisation du projet de création. À mon avis, l'intention des étudiants était favorable de plus en plus par rapport à cette formation-là. Donc, plus on avait fait les formations, cette action a été faite durant 10 ans. Donc, on a fait un partenariat avec l'école de management de Grenoble. Ça fait déjà 10 ans, depuis 2008 la conception. 2010, on a fait la concrétisation du projet. Et jusqu'à maintenant, on a à peu près 120 étudiants qui sont sortis, satisfaits de cette étude-là. Et on continue de faire cette spécialité par rapport à l'université. Donc, ça a eu des effets très positifs. Donc, il y a eu des projets de création réelle d'entreprises et ça continue jusqu'à maintenant. C'est une expérience qu'on a fait donc, à partir d'un questionnaire et d'un entretien durant le premier trimestre 2018. Voilà. Moi, ce que j'ai apprécié dans votre étude, c'est que vous montrez bien qu'il existe une culture d'université, avec ses valeurs, ses croyances, ses comportements, ses convictions partagées, et que vous avez fait l'effort, ou vous témoignez de l'effort, de lier cette culture de l'université à une culture entrepreneuriale. Et que si cet exemple était démultiplié à beaucoup plus d'endroits, il y a beaucoup de choses qui iraient mieux. C'est un petit commentaire personnel. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. On est désolé, ça fera moins que ce matin, mais on avait plus d'intervenants. Et donc, si vous avez des questions, des remarques, elles seront les bienvenues. Il faut en poser une à chaque table ronde, hein. Sans ça, ça ne va pas. Hein. Merci. Donc, je remercie encore tout le monde pour ces excellentes présentations. J'ai appris beaucoup de choses cet après-midi. Je ne suis pas nécessairement spécialiste de ce domaine, mais c'est un truc très intéressant. En fait, j'ai une question et une remarque. Une question donc à mon collègue, M. Farj. C'est par rapport à votre présentation.
il y a quelque chose qui m'a interpellé en fait, parce que lorsque vous dites qu'il y a une volonté de l'État de mettre en place ce parc technologique de Sidi Abdallah, donc c'est une décision de l'État en fait, hein, c'est dans ce cadre-là. De l'autre côté, dans vos résultats, vous trouvez qu'il n'y a pas une véritable participation de l'État, ou l'État ne favorise pas. Là, il y a une contradiction là que je ne comprends pas. Si vous pouvez me donner un peu plus d'explications à ce niveau-là. Donc ça, c'est ma question. Et de remarque par rapport au programme FEFEDI pour Madame, je pense que c'était dans le cadre du projet Tempus, en fait. Hein, c'est-à-dire que FEFEDI a été un programme avec l'Union européenne qui a permis de développer un petit peu cette idée de mettre en place une culture, je dirais, entrepreneuriale à travers des enseignements qui ont été réalisés, un master qui a été réalisé. Donc ça a permis de donner certains résultats. Mais il y a eu aussi d'autres programmes, notamment le programme Porphyre qui est venu juste après, et qui a permis aussi de relancer un petit peu l'enseignement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et d'après mes dernières informations, ces deux modules vont être des modules communs à l'ensemble des filières universitaires. Voilà, merci. Merci, monsieur, pour ces remarques. C'est vrai, effectivement, c'est l'installation de ce nouveau pôle, c'était une politique volontariste de l'État de mettre ces nouveaux pôles. Effectivement, il a expliqué tout à l'heure, monsieur le ministre, c'est l'engagement de l'État de créer les clusters, les technopoles, les technoparcs. L'État a été engagé pratiquement en 2006, en 2007. Après, on a pu trouver un ralentissement de ces politiques et l'engagement direct à ces actions, vu peut-être, il a expliqué tout à l'heure, numérique, etc., etc. Donc, effectivement, ce nouveau pôle manque des institutions clés comme les centres de recherche et l'université spécialisée dans les biotech. Effectivement, ils n'ont pas installé. Donc, elle est en chantier, elle est en construction. On a pratiquement 8 ou 9 entreprises qui sont déjà installées et commencé à produire. Pour les autres, ils sont en construction. Donc, c'est la question cruciale. Comment on engage dans un projet et après, normalement, 2020 sera finalisé. Donc, on engage dans des projets, après on ralentit pour construire ou pour faire l'appui sur ce projet. Donc, c'est la question cruciale, peut-être qu'on va se poser à monsieur le ministre après. Mais non, simplement, le Technopark s'est concentré sur le problème de pharmacie, de fabrication de médicaments, etc., etc. Mais à Constantine, le développement de ces industries pharmaceutiques a connu vraiment un développement très, très important. Alors, ça aurait été peut-être intéressant de savoir si le fait de ramasser tout à Sidi Abdallah a donné des plus au développement, à la croissance de cette industrie, plutôt que de la laisser un peu libre dans la région de Constantine. Ça aurait été intéressant. La deuxième, à mon avis, c'est que j'aurais sincèrement voulu savoir si finalement ce technoparc est un plus dans la croissance économique. Est-ce que vous avez senti que le fait de mettre ensemble ces entreprises, d'avoir des interactions, même si maintenant vous me dites évidemment l'État n'est pas très présent, que les entreprises ne sont pas très présentes, est-ce que vous avez senti qu'il y a de la part au moins de ceux qui vous ont répondu à l'enquête, il y a de leur part la sensation que le fait d'être ensemble dans un technoparc constitue pour eux un apport de productivité et de rentabilité. Pardon. C'est vrai, on a pu travailler un petit peu avec les entreprises qui ont déjà sur place sur le cluster. On sentit plus ou moins que les entreprises ayant plus ou moins l'ambition de travailler en collaboration avec les autres institutions. Pour cela, on s'est adressé au ministère de la Santé. On a fait un entretien avec le PDG de la pharmaceutique, la direction de la pharmaceutique. Donc, il nous a dit qu'on a reçu plus de centaines de demandes des entreprises pour implanter à ce nouveau pôle.
Ils ont sélectionné 21 entreprises, plus exactement, comme premier pas. Ils ont donné l'accord pour 21 entreprises. Pour cela, on a pu sentir que les entreprises veulent participer à ce développement de ce pôle, veulent faire des relations avec des centres de recherche, etc., etc. Après 5 ans qu'ils ont déjà là, ils ont dit où elles sont les centres de recherche, où elles sont les universités, où elles sont les autres acteurs qu'on peut faire des liens et qu'on peut faire un passerelle en ce qui concerne la recherche et le développement. Voilà. Merci, je voudrais intervenir et je vais m'excuser auprès de Monsieur le Ministre. Je vais dire des choses qui peut-être fâcheront, mais je suis scientifique, je suis sûre pas. Nous revenons demain, hein, attention, si, quand même, on revient demain. Non, c'est ça, c'est pour ça que... Voilà, oui. S'il y a un pays, peut-être, je dirais peut-être en Afrique, qui considère le territoire comme un réceptacle, c'est bien l'Algérie. Notre territoire ne contribue pas du tout, ni à l'attractivité de notre économie, ni à la croissance. L'Algérie est restée encore dans des logiques de zones industrielles sous forme de réceptacle. On va localiser. Au total, j'ai fait une étude en 2014, j'aurais aimé aussi la présenter, et si je pourrais l'envoyer. Sur les 48 wilayas que nous avons juste des agglomérations sur 9 wilayas qui sont situées vraiment au littoral. Pour le reste, c'est des villes carrément où il n'y a même pas d'infrastructure, tant qu'il n'y a pas il y a des universités, mais on n'arrive pas à connecter et à créer des territoires dynamiques. On est arrivé à avoir un tissu, en fait, social, industriel, très fragmenté, diversifié, mais sans spécialisation positive. C'est-à-dire que nous allons trouver sur une ville absolument tous les services aux entreprises, des comptables, des financiers, mais nous avons un tissu qui n'arrive pas à s'imposer. Nous ne sommes que des éléments passifs lorsqu'on est sur l'international. On n'a pas un tissu aggloméré, des secteurs bien structurés. On est, ce qu'a bien mis en exergue Monsieur le Ministre, on est plutôt une économie solidaire. Solidaire, on participe beaucoup au social, mais sur le plan productif, on est encore dans des schémas top-down, vraiment très autoritaires. Une stratégie très découpée. Alors on a fait une très bonne stratégie avec Monsieur le Ministre, qui devait créer des technoparcs, essaimer les tissus pour faire un maillage entre ce qu'on appelle le triangle d'or, les universités, les laboratoires de recherche, les espaces de création. En Algérie, nous n'avons pas d'espace d'innovation. Ça n'existe pas. Et comme on n'a pas non plus des politiques spécifiques, par exemple, de promotion de la recherche et développement dans les entreprises. Nous n'avons pas de crédit impôt, nous n'avons pas de capital risque, faut dire. Ça, donc, le seul technopark cluster que nous avons, c'est Sidi Abdallah, sur lequel nous travaillons avec beaucoup de difficultés pour avoir ces effets, ces externalités d'agglomération positives sur le tissu industriel. Voilà si... Oui, c'est toujours Jean-Philippe Poulneau. Moi, je tenais à vous remercier pour les exemples qui nous ont été présentés. J'ai trouvé ça extraordinaire. Néanmoins, ça interpelle sur quelques éléments. Le premier, c'est ce que vous venez de dire, madame. On est toujours dans des logiques top-down. Voilà. Qui ont fait leurs preuves. Hein. Il ne faut pas nier l'importance du top-down. Et je pense que toutes les grandes politiques industrielles que les États ont pu mener pour se reconstruire dans des phases d'après-guerre ou quoi que ce soit étaient nécessaires.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement cette logique qui est toujours prégnante et qui va me faire vous parler d'une anecdote marrante, enfin marrante pas du tout, mais sur une collectivité. Le deuxième sujet, c'est, et on le voit bien quand on nous présente le Technopole, il y a une question dans le questionnaire qui m'a interpellé. C'est est-ce que vous allez rester là? Alors moi, ça m'interpelle. Parce qu'effectivement, ça veut dire que derrière cette question se pose la cohérence de l'ensemble des infrastructures autour. Et j'ai vu une deuxième question qui était sur les transports, comment ça marche? Il y en a certains, ça va bien, il y en a d'autres, ça va pas. Et je crois que derrière tout ça se pose également la question de la gouvernance qui n'est pas forcément partagée, qui n'est pas partagée au niveau du Technopole et qui ne l'est pas de manière multiscalaire. Je crois que c'est le sujet de l'atelier de demain, excusez-moi de rebondir dessus, mais c'est excessivement important. Et j'ai été amené il y a quelques années à discuter avec un de mes amis maires qui était très content parce que dans sa commune, j'en tairai le nom, il avait accueilli une entreprise étrangère qui allait créer 300 emplois. Banco, elle a créé les 300 emplois, sauf que l'entreprise avait fait un appel d'offres pour savoir quelle était la commune la mieux disante, c'est-à-dire exonération de charges, de cotisations, de taxes locales, etc., des terrains pas chers, j'en passais des meilleurs. Et ce qui devait arriver arriva, c'est qu'à un moment donné, l'entreprise, telle une soucoupe volante, a redécollé pour aller ailleurs. Et qu'est-ce qu'il est resté sur le territoire? Des chômeurs, des friches, et une catastrophe, effectivement, au plan local. Donc je crois qu'on touche un peu la fin des logiques top-down, et on n'est pas encore tout à fait mûr sur les logiques bottom-up. Et je crois que le travail que nous devons mener tous ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut créer d'intelligent et de cohérent pour que le territoire se réapproprie son économie et que d'autre part, on recrée effectivement de l'emploi local à partir du territoire. Et en même temps, avec des vraies stratégies également qui soient régionales, qui soient nationales, etc. C'est un mix de l'ensemble sur lequel on doit travailler et plus vraiment sur des logiques totalement top-down. Et monsieur le ministre, vous disiez quelle est l'efficacité effectivement d'un pôle, c'est une bonne question. Effectivement, on concentre une industrie, par exemple, on dit on fait de la pharmacie ou on fait de l'électronique, c'est le cas un petit peu à Grenoble, je crois qu'il y a un technopole électronique très important. Est-ce qu'à un moment donné, ça fait la preuve de son efficacité? C'est pas facilement mesurable. J'en arrêterai là. Je m'excuse simplement, en vous entendre parler. Je crois qu'il y a un élément dont nous n'avons pas du tout discuté sur le problème même de la gouvernance, mais au sens vraiment d'organisation du pouvoir et de décision de l'État. C'est demain. Ça, c'est très important. C'est demain. Demain qu'on va discuter. Simplement, non, puisque c'est demain, je ne vais pas élaborer, mais simplement, il faut bien comprendre que, par exemple, dans mon pays, mais dans tous les pays en émergence, qui sont arrivés donc à la décolonisation, et qui ne constituaient pas toujours des États que l'histoire avait rendus cohérents du point de vue national, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, évidemment, le problème, c'est que le problème régional, la régionalité, est un problème politique important. Vous allez, par exemple, au Nigeria, il est clair que les régions nigérianes est un problème politique parce que chaque région se pose comme rejetant le national et tout problème qui passe par le territoire constitue un problème stratégique de politique qui est extrêmement sensible. Alors donc ça aussi, c'est un élément dont nos pays à nous, probablement pas au nord, dans les pays développés, etc., mais dans les pays émergents, il est clair que la notion même, cette notion de territorialité, a une dimension politique et quelquefois de stratégie qui est extrêmement importante. Voilà, c'était une petite précision. J'ai encore 2 demandes de parole, oui, Didier. On va faire très court alors. Hein. Oui, c'est très court. Moi, je trouve qu'il y a une difficulté très, très forte lorsque on parle de développement des systèmes locaux, parce que la difficulté, c'est que le développement bottom-up nécessite une communauté.
c'est beaucoup plus facile déléguer le développement à un individu, à un entrepreneur, à une usine, à un groupe d'entrepreneurs bien constitué. C'est beaucoup plus difficile faire croire une communauté. Parce que lorsqu'on commence oui, non, parce que dans les communautés, il y a des individus qui sortent. Et donc, c'est pas la gouvernance, c'est tout. C'est tout dans les processus de développement local. Et donc, c'est un problème. C'est tout ça. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'écoute avec attention. On va s'arrêter parce qu'on a dépassé. Merci. Deux remarques très générales. La première par rapport à ce dilemme entre le top-down et le bottom-up. Moi, je pense, venant d'un pays du Sud, qu'abandonner le top-down, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité donnée au pouvoir public de dire, de se désengager davantage. Moi, je pense qu'il faudrait les deux. Le top-down, c'est-à-dire que ce sont des sociétés où l'État a toujours joué un rôle très important dans la construction, si vous voulez, nationale des solidarités, etc. Et donc l'action publique dans le domaine économique reste fondamentale, d'autant plus que ce sont des régions où tout reste à faire au niveau économique. Et deuxièmement, le bottom-up suppose aussi des conditions. Souvent dans nos régions, quand on sort des villes, c'est un manque d'infrastructures, la population, enfin les travailleurs ne sont pas suffisamment qualifiés, etc. Et donc demander aux gens ce qu'ils ne peuvent pas donner, ça risque d'être une erreur très grave. Donc moi je pense qu'il faudrait garder les deux options, le top-down et entendre, écouter les attentes de la population. Mais ça c'est une tâche qui n'est pas facile. Deuxième chose par rapport à l'intervention, la dernière intervention, quand il s'agit, enfin l'étude qui a porté sur l'entrepreneuriat des étudiants qui sortent des universités, qui veulent créer leur entreprise. Là aussi, d'après ma petite expérience dans mon pays et ma propre expérience, j'ai été chef d'entreprise. Moi, je pense, si je parle du Maroc, c'est vraiment, l'expérience a été un suicide économique pour les jeunes qui sortaient de l'université. On leur donnait de l'argent et on leur disait créez votre entreprise sans accompagnement et face à une concurrence rude, comme vous le savez. Et donc, moi, je pense que permettre aux jeunes de créer leur entreprise, c'est une très très bonne chose, c'est louable, c'est leur droit, mais à condition qu'ils soient accompagnés de façon réelle. Mais là aussi, j'ai peur de penser que l'État, c'est comme s'il se donne bonne conscience en disant, je sais ce qui se passe en Algérie, entre autres, en donnant l'argent à ces individus, une fois ils sont lâchés dans la nature, et quand ils échouent, ben, tant pis pour eux, c'est des frustrations, c'est des pertes, c'est des sommes d'argent, c'est l'argent du contribuable. Hein? Donc voilà mon impression. Merci. Oui, très court. Tout de suite, juste une courte réponse. Quand on dit qu'il faut abandonner la démarche top-down, ça ne veut pas dire l'effacement du rôle. Ça veut dire que c'est la redéfinition de la relation entre le gouvernement central et les collectivités territoriales. Ça veut dire que là, le rôle de l'État central va définir une stratégie globale dans laquelle il va faire un schéma du territoire, dire il est préférable dans telle région, on va développer la sidérurgie, c'est des orientations. Quant à la mise en œuvre, elle va être au niveau des autorités locales, à travers les acteurs économiques, qui connaissent mieux que les habitants le territoire. N'oublions pas surtout qu'on est dans une phase d'épuisement des ressources.
Donc, qui va s'occuper de ces ressources, des renouvellements des ressources, du réchauffement climatique? Ce sont des paramètres aujourd'hui qu'il faut prendre réellement en charge, et pas mieux que les citoyens du territoire. Dans ce cadre-là, ce que nous, enfin, c'est ce que, monsieur, je crois, Divers a appelé la gouvernance multiscalaire, c'est pouvoir concilier, articuler le niveau local au niveau national, au niveau international. Et j'espère qu'on aura le temps demain de donner des exemples et de... Voilà. Quant à l'ANSES, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai commencé à poser la question du numérique et de la transformation des espaces d'innovation. À l'ère actuelle, on est en France, vous avez 400 fabriques numériques. 400 Fab Labs presque dans tous les quartiers. Dans ces Fab Labs, c'est des incubateurs, on apprend à imprimer 3D, on apprend le codage, on apprend... Donc c'est ces nouveaux espaces aujourd'hui qu'il va falloir développer au niveau des autorités locales pour démocratiser l'outil numérique auprès du grand public. Parce que c'est des technologies de rupture qui n'ont rien à voir avec les technologies que nous connaissons. Et là, la France fait un énorme effort dans ce sens, et on a intérêt à suivre pour concilier aujourd'hui l'ANSES, par exemple, algérien ou marocain, avec aujourd'hui l'entrepreneur et l'accompagnement. Merci. Donc vous revenez demain, puisqu'on va traiter ce sujet, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, très bien. Bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup de tous vos apports différents. Mais je vais vous rassurer, ou pas, mais en France, à l'heure actuelle, l'une des grandes questions est aussi la redéfinition du rôle de l'État par rapport à ces territoires. C'est la vraie question. Hein? Et on le verra dans autre chose. C'est un sujet central, majeur. Et puis, juste une dernière phrase. Je pense que quand je regarde les deux exemples qui nous ont été donnés, sur Tarente, j'ai bien prononcé, sur Tarente et sur Sidi Abdallah, voire même le vôtre, c'est qu'il y a bien la rubrique positive et puis la rubrique problème. Mais comment, après tant d'années, tant de discussions, quand on cite tout ce qui a été cité depuis ce matin, de tous les textes écrits, ça fait des années que tout ça, c'est connu, archi connu, les faiblesses qu'il y a. Et je n'arrive pas à comprendre comment le pouvoir politique, dont je suis aussi un peu membre, n'arrive pas à tirer parti de tous ces travaux qui sont faits dans des choses comme ici. Je n'arrive pas à comprendre comment il y a ce blocage, cet aveuglement de ces arcanes administratives, gouvernementales, publiques, etc., qui font que tout n'est pas simple, mais il y a quand même tellement de choses qui pourraient être évitées juste en écoutant ce pourquoi les gens ont travaillé, ce sur quoi ils ont réfléchi et les leçons qu'ils ont un peu essayé de tirer. Je m'arrête puisque nous avons largement débordé et vous savez que votre pause va être réduite d'autant. Bien, c'est ça le problème. Alors, bonne pause et à dans quelques instants.